Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Gustave. Moi, il est pas bavard. Il a une espèce d'aile comme ça, c'est bizarre. C'est peut-être un ange déchu ou je ne sais pas, ou pas. Alors aujourd'hui, le 10 juillet 2024, nous sommes le mercredi 10 juillet et je vous parle des films de la veille, le mardi 9 juillet. Beaucoup de films ennuyeux. Et je vois que dans les gens qui viennent présenter les films en début de séance, d'ailleurs moi entre parenthèses je ne suis pas très pour ce genre de choses parce que souvent ils en disent trop, ils révèlent trop de choses. Ils spoilent comme disent les jeunes. Donc j'ai dit à un des bonhommes de l'organisation, je lui ai dit mais est-ce que vous pourriez passer le message à vos petits camarades pour leur dire de moins la ramener comme moi je la ramène sur YouTube, mais c'est ma chaîne. Voilà, donc là je suis libre. Les gens peuvent zapper, ne pas regarder, dire c'est de la bêtise. Tandis que là, dans les salles de cinéma, nous sommes des centaines. Donc il y a plus de responsabilités, enfin à mon avis. Donc beaucoup de films ennuyeux, typiquement de ces festivals. J'en ai déjà parlé à diverses reprises dans cette série 2024 du NIF, de Sundance, Cannes. Et je trouve dommage donc que l'organisation du NIF encense ce genre de films qui souvent sont ennuyeux, soporifiques. Voilà, je me répète un peu à ce niveau-là, mais c'est la vérité. C'est vraiment rarement intéressant. Et nous avons eu des illustrations dans ce registre euh, avec un spécimen, typiquement un beau spécimen, avec des vaines cogitations, des circonlocutions échevelées, qui ne mènent nulle part, avec la rétrospective de Square, de Ruben Östlund. Ruben Östlund est un réalisateur suédois. Et dans The Square, qui est une rétrospective de je ne sais plus quelle année, j'ai oublié de le noter, mais vous le retrouverez par vous-même, nous conte l'histoire de Christian, le conservateur d'un musée en Suède, un musée d'art contemporain. Alors pour moi, c'est clair et net, l'art contemporain, c'est, on va dire quasi 100%, dans 100% des cas, la laideur et le ridicule. Voilà, c'est vraiment ce que je pense de l'art contemporain. Alors, désolé pour ceux qui aiment cet art, considéré comme un art, mais j'ai vu par exemple des cuvettes de toilettes exposées, des déchets, des étrons humains, désolé, c'est pas très ragoûtant, mais des étrons humains coulés dans la peinture verte par exemple et présentés comme une œuvre d'art. Et j'en passe, c'est des meilleurs, des vidéos où il ne se passe rien, où on filme un écran télé avec des striures en noir et blanc. Puis tout d'un coup, il y a un œuf posé sur la télé en question. Donc vous pouvez dérouler comme ça à l'infini. D'ailleurs, le personnage de Christian, le conservateur, se moque de ça lui-même à un moment donné, en disant à une journaliste qui vient l'interviewer, si vous voulez, je prends votre sac à main et je le mets derrière moi, parce que derrière lui, il y a des œuvres, et je dis, ça c'est une œuvre. Puis elle est un petit peu surprise, stupéfaite comme ça, puis bah oui, effectivement, c'est ça, l'art contemporain, c'est du n'importe quoi et de l'œuvre. Alors, au risque d'aggraver ma réputation, moi je suis plutôt pour le classique. Musée du Louvre, voilà, tout ce genre de British Museum. Alors là je dis, là oui, je dis, c'est pas tellement ma spécialité, mais je dis c'est beau. Je m'incline devant tant de talents, des peintres, même Picasso, sa période bleue est très belle. On peut pas le nier, disons qu'il y a une esthétique. Bon, voilà. Donc on a cette histoire ridicule de Christian
qui est un conservateur d'art contemporain. On lui vole ses affaires à un moment donné dans les rues. Je pense que ça se déroule dans la capitale de la Suède, j'imagine. Enfin bref, c'est pas très important. On lui vole ses affaires. Ensuite, il va être embrigadé dans une histoire rocambolesque où il va mettre des messages. Il va retrouver par GPS son portable, mais c'est dans un immeuble, alors il ne sait pas dans quel appartement, puis évidemment il y a 13 étages, donc son adjoint lui suggère de mettre des mots menaçants dans chacune des boîtes aux lettres, et en plus les boîtes aux lettres en Suède, à Stockholm, elles semblent être sur les portes et non pas en bas des immeubles, enfin je ne sais pas pour ce qui concerne cet immeuble qu'on voit dans le film en tout cas. Donc ensuite il est embrigadé là-dedans et puis il va se retrouver menacé par un petit garçon. Et puis dans ce film c'est entrecoupé de scènes très très ennuyeuses avec par exemple un homme qui simule le singe ou l'orang-outan dans un dîner avec des mécènes d'art contemporain, donc des gens riches qui ont l'argent, tellement d'argent qu'ils peuvent mettre beaucoup de financement dans cet art futile et laid. Donc si en plus ils sont malmenés et ridiculisés par cet homme singe, qui est une séquence qui est interminable, où il va même jusqu'à agresser une des jeunes femmes qui est dans l'assistance, on se croirait dans Le Guépard, hein, avec Alain Delon. Bref, ennuyeux, interminable. Le seul truc qui est bien dans ce film, c'est un clip promotionnel assez provocateur avec une petite fille blonde suédoise. Alors les gars du marketing insistent bien pour justement faire le contre-cliché du mendiant, on va dire, des pays de l'Est, voilà, comme on a beaucoup malheureusement en Occident, on va dire, côté Europe de l'Ouest en tout cas. Donc, ces petites filles blondes, bien suédoises aux yeux bleus, qui explosent dans un carré, The Square, c'est le nom du film. Elle est là, elle mendie, puis elle explose. Et ça m'a fait beaucoup rire. Puis évidemment, ça crée le buzz. Donc ça, c'est le seul truc drôle, mais dans un film de 2 heures, très ennuyeux, très long, très bobo, pardon pour le terme, branlette intellectuelle, mais vaine, qui ne mène nulle part, où il n'y a aucun concept. Même les moments où il y a des soi-disant descriptions d'œuvres, c'est évidemment, le réalisateur se moque de ça. C'est du langage volontairement amphigorique, des descriptions amphigoriques des soi-disant œuvres qui ne veulent rien dire. Alors c'est amusant 2 minutes, mais après, au bout de 2 heures de film, c'est... Voilà, donc un film 0/6, ennuyeux, interminable, sauf le clip qui est rigolo. Ensuite, on a eu un ultra-movie cryptique de Courtney Roy, R-O-Y, Courtney avec K. Alors elle est sympathique, c'est une belle femme, elle est venue nous raconter, essayer de nous expliquer son film à la fin du film, mais elle-même n'arrive pas à expliquer. Elle nous énumère une suite d'étapes de post-production, enfin des choses qui sont assez techniques et qui relèvent du savoir des réalisateurs, des producteurs. Mais en gros, là aussi on a un film très mauvais, un ultra movie mais vraiment de pacotille avec l'histoire d'une... Donc Courtney Roy est une photographe canadienne au départ et qui s'est essayée à faire un film gore, ce n'est même pas gore en plus, un film avec une histoire de cryptozoologie. C'est dommage parce que la cryptozoologie au départ c'est un concept intéressant qui est... Alors il y a très peu de spécialistes à mon avis, j'ai rarement lu des articles. J'avais un Science et Vie une fois hors série qui parlait de ça, de la cryptozoologie, mais bon, bien évidemment ils étaient très prudents. Le monstre du Loch Ness, créatures maritimes plus ou moins monstrueuses, genre Kraken et autres légendes du style, que ce soit sur Terre ou dans les mers. Mais voilà. Alors ça pourrait être intéressant, mais malheureusement ça ne l'est pas, avec une espèce de créature dans les forêts, ridicule à souhait, pas du tout effrayante ni rien du tout.
Et puis il y a une confusion avec une actrice qui par ailleurs est très belle, c'est Chloé Piri, P-I-2-R-I-E, une actrice écossaise. C'est le seul intérêt du film, c'est d'admirer la beauté de cette actrice. C'est ce que j'ai fait, je suis resté pour elle, c'est tout, parce que voilà, je vous le dis comme je le pense. Hein. Mais sinon le film n'a aucun intérêt. Alors il y a une espèce de confusion entre deux femmes qui disparaissent, donc cette actrice-là, mais qui sont les mêmes. Puis l'une enquête recherche l'autre, en fait, on ne sait pas trop, c'est pas très clair. Là-dessus, il y a une espèce de possession, entre guillemets, elle est possédée par l'esprit de la créature, donc elle tue des gens. Ça ressemble un peu à la mutante Species de Roger Donaldson en 1995, qui là était un excellent film, bien drôle, à la fois drôle et horrifique, et avec une intrigue passionnante. Donc il y a des tripailles un peu à la Giger mutante dans ce film, mais en beaucoup moins bien. Et voilà, il n'y a aucune histoire, il ne se passe rien. Et le seul intérêt, donc, c'est Chloé Piri, moi je ne connaissais pas cette actrice, une actrice écossaise qui est magnifiquement belle. Et puis c'est tout 0 sur 6 aussi. Ensuite nous avions dans la catégorie Hit the Rich qui se veut être une description et une contestation, ou disons une critique des élites de la société. Dans cette catégorie, nous avions une rétrospective de 2010 de Housemaid, donc la femme de chambre ou l'aide ménagère, comme on dit. Un film coréen du réalisateur Im Sang-soo, avec 2 O. Im Sang-soo. Donc, c'est un bon film, mais avec une fin ratée. Voilà, ça c'est pour résumer le film en une phrase. Nous avons au début du film une jeune femme qui se suicide, mais on ne sait pas trop qui elle est et pourquoi. Et ensuite, on atterrit dans une maison super riche. C'est Dallas, version sud-coréen. Une famille très riche avec le patriarche qui est jeune, sa très belle épouse qui est enceinte de 2 jumeaux, donc elle a un ventre énorme, mais elle est très belle. Une grosse baraque et une nouvelle bonne housemaid, belle coréenne aussi, jeune femme, qui va se laisser séduire par le patron. Il y a un petit jeu de séduction en trop, donc par le patriarche, le jeune patriarche qui va coucher avec elle, mais elle est consentante. Et il y a dans cette maison aussi une ancienne bonne qui est âgée et qui va être la traîtresse, puisqu'elle va dénoncer, elle va être témoin des échanges très sensuels entre le patriarche et la nouvelle bonne. Donc elle va balancer le morceau à la belle-mère. Et donc à la suite de ça, la belle-mère va tenter de tuer la bonne en question. Elle ne va pas y réussir, mais elle va atterrir quand même à l'hôpital. Et ensuite, comme elle est enceinte, la bonne est enceinte du patron. La belle-mère va essayer de l'empoisonner. Et là-dessus, elle est très naïve. Le scénario est un peu bancal parce que franchement, ça se voit à 100 km. Si j'étais au sens de l'imaginaire dans cette situation-là, à la place de la bonne, me dit la belle-mère, avec ses sachets de jus de fruits très bizarres, elle va me bousiller mon bébé. Bon, d'accord, alors elle ne le voit pas. Ok. Donc, ensuite, donc cette bonne, elle va perdre son bébé, ce qui est très très dommageable. Et elle va vouloir se venger. Mais le problème, c'est que elle dit je vais me venger. La vieille bonne, la bonne âgée, va démissionner parce qu'elle culpabilise, elle avoue à sa confrère, à sa consoeur, Ouais, c'est moi qui t'ai balancé, je suis une merde, pardon pour le langage. Elle dit je suis pourrie jusqu'à la moelle des os. Voilà, c'est ce qu'elle dit dans le film. C'est déjà beaucoup plus soutenu, mais très clair quand même. Et puis la jeune bonne dit je vais me venger, et elle va se venger de la belle-mère. Mais elle ne le fait pas, et ça c'est dommage.
Au lieu de ça, elle se pend, et elle se pend quand la famille est réunie, et elle se pend au lustre, et puis elle brûle. Alors là, le film n'explique pas comment elle arrive à brûler. Je sais pas, c'est un effet bizarre du film. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, c'est une fin tragique. C'est dommage, ça, c'est dommage parce qu'il y a des bons dialogues. L'histoire est intéressante, des belles scènes sensuelles et des belles scènes en général. C'est très bien filmé, les acteurs sont très bons. Pour une fois, avec du coréen, on n'est pas dans la caricature, point de vue dialogue. On voit que le réalisateur s'est bien inspiré du cinéma, disons, mondial, occidental. On ne peut pas faire sans, enfin, si on peut, si on veut, mais après, voilà, ça n'intéressera personne, pas grand monde. C'est un choix. Enfin, on voit qu'il a fait un bon film. Et puis, ce qui est intéressant dans... Ce qui est bien dérangeant, alors là, il y a vraiment la culture coréenne, c'est ce côté servilité des gens, des employés de maison dans ces baraques super friquées en Corée du Sud. Il y a un côté très servile et ça, c'est dérangeant. C'est tout juste s'il ne faut pas leur torcher le derrière à ces riches. Alors, comme toujours, c'est à double tranchant ces histoires. Parce que on peut critiquer la haute société qui a des gens qui ont des gens qui les servent, qui les débarrassent des tâches. Mais qui ne rêverait pas d'avoir des personnes qui leur débarrassent des tâches ingrates, la lessive, le ménage, et éventuellement la cuisine pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, qui ne savent pas. Donc, mais c'est quand même dérangeant parce qu'il y a ce côté très servile. Alors là, il y a la culture nord-coréenne, sud et nord d'ailleurs, parce qu'ils étaient réunis au départ. Hein. C'est un même pays au départ. Bon, enfin, bref. Donc, et d'autre part, dans cette servilité, il y a un jeu de miroir entre l'un et l'autre en fait. Si vous avez des gens qui vous servent, qui vous font vos tâches ménagères, vous êtes liés l'un à l'autre, dans un jeu de miroir, emprisonnés l'un à l'autre en fait. Vous ne pouvez pas être vraiment vous-même. Vous n'êtes pas libre. Mieux vaut faire ses tâches soi-même finalement. Alors évidemment, si vous êtes libre, vous êtes vous-même. Alors naturellement, dans les couples, c'est souvent un problème et c'est une thématique qui est de plus en plus tue, cachée. Elle est du verbe taire. Elle est tue, elle est cachée. Alors qu'en fait, c'est une thématique centrale. Qui fait les tâches ménagères? L'homme, la femme, peu importe. Les deux, ou seulement l'un, ou seulement l'autre. Ça, c'est secondaire, j'allais dire. Théoriquement, quand on fait un couple, on s'entraide. On s'entraide sur tous les plans. Ça, c'est la généralité, c'est l'idéal. Ensuite, que l'un ou l'autre fasse plus, on s'en fout. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est la symbolique. C'est la symbolique. Parce que vous soyez un homme ou une femme, et vous faites des tâches ménagères, vous devenez une personne servante, entre guillemets, aux yeux de votre conjoint, quel qu'il soit. Vous devenez une personne servante et l'autre personne qui vous regarde à ce moment-là, et même si vous faites les deux en même temps, ça ne change rien. Vous avez le regard de l'un sur l'autre. L'autre qui vous voit faire, qui vous voit servir, dans tous les sens du terme, doit avoir une grandeur d'âme, une sagesse rare, pour ne pas voir en vous une merde. Désolé pour le mot. Quelqu'un de moins que rien. Comme on le voit dans cette famille riche, on voit ces riches qui ont parfois un regard, alors ils essayent d'être polis, respectueux, mais il y a des moments où le vrai, le fond ressort. Ah ben vous êtes des gens qui nous servez, vous êtes pas grand-chose, ça nous aide bien, ils en ont conscience, mais il y a l'émotionnel qui
qui va dans la bassesse. Et ça, c'est humain, on est humain, on n'est pas ni extraordinaire, ni tout en bas, ni tout en haut. On est un peu plus ou moins au milieu, sauf des gens exceptionnels. Mozart, Bach. Bref. Donc il y a toutes ces thématiques très intéressantes dans le fait de servir, être servi. Ces jeux de miroir, certes dans une famille riche avec des serviteurs en uniforme, c'est clairement voyant, ça saute aux yeux plus vite, mais dans les couples, vous avez aussi cette thématique. Et d'ailleurs, il y a une étude sociologique, controversée, comme toutes les études sociologiques devraient l'être, en toute sérénité, n'est-ce pas, qui dit que dans les couples où les hommes s'occupent beaucoup des tâches ménagères, leurs épouses, pour ce qui est du couple hétéro, les quittent beaucoup plus que dans des couples où il y a plus d'équilibre, ou si c'est la dame qui fait plus de tâches ménagères. Mais je ne suis pas en train de dire qu'elles doivent faire ça, qu'elles doivent être des servantes, bien évidemment que non. J'essaye de ne pas sombrer dans la caricature. Moi, je vous parle juste de cette étude qui parle de faits, du moins c'est ce qu'elle prétend. Après, on peut contester, on peut tout contester. On peut avoir une étude qui dit exactement l'inverse, mais j'en doute. En tout cas, moi, je suis tombé là-dessus. Donc, il ne faut pas se crisper sur ce genre d'histoire, mais il faut voir un peu ce qu'il y a derrière et s'interroger sur la symbolique. Servir, être servi, rendre service, servir. C'est pas aussi anodin qu'on veut nous le faire croire. C'est ça que je dis principalement. Après, je ne dis pas les hommes doivent faire ci, les femmes doivent faire ça. Non. Vous vous démerdez avec ça. Je me démerde. J'ai été marié une dizaine d'années. Vous vous démerdez. Chacun se démerde comme il peut. Et quand vous revenez en couple avec quelqu'un, eh bien, inévitablement, cette question qu'on ne veut pas voir, pas entendre, elle va revenir bien au milieu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, c'est dommage, ce film est très bon, The Housemaid, mais la fin est ratée. J'aurais aimé une belle vengeance avec la belle-mère trucidée, qui est un personnage évidemment infiniment détestable, qui sème le chaos encore plus que déjà cette situation difficile de tromperie par le patriarche entre sa femme, qui est très déçue et très blessée à juste titre, et la bonne. Voilà. Alors ensuite, nous avions encore une illustration à nouveau de ce que je dis au début de cette vidéo, de films très chiants, très ennuyeux, soporifiques, de Cannes, de Sundance, de Berlin, de tous ces festivals, et j'en passe, dits sérieux, avec ISO de TV Glow. G-L-O-W, ISO de TV Glow. Encore un exemple de branlette cérébrale, vaine, spire sans aucun aspect intellectuel. En plus, dans la compétition internationale, ce film a été sélectionné, donc c'est doublement du gâchis. Un film de la réalisatrice américaine Jane Schoenbrunn. B-R-U-N. Désolé si je prononce mal, pardon. Donc on a dans ce film une logorée interminable, un verbiage vain, sans fin, une thématique pourtant intéressante, là aussi imaginaire et réelle, par l'entremise d'une série télé pour adolescents et un jeune homme et une jeune demoiselle qui gravitent là-dedans avec leur école. Mais, alors il y a un feuilleton TV pour ados qui s'appelle Pink Opaque, Opaque Rose. Bon. Et voilà, mais il se passe pas grand-chose dans ce film. C'est du verbiage. Et à la fin, l'actrice, qui est très charmante, nous fait un espèce de monologue interminable, comme quoi, vu qu'elle a disparu 10 ans, mais en fait elle était dans le feuilleton, mais on ne sait pas trop.
Alors oui, j'entends bien, il y a des films purement allégoriques, métaphysiques. Ok, mais là, malgré ça, j'ai essayé de me mettre dans ce registre-là, en me disant, ok, l'histoire est un peu secondaire. Alors ça marche mieux pour les courts-métrages, ce genre de choses, paradoxalement, mais il y a beaucoup de ratages, ça c'est mon avis, je l'ai dit pour les courts-métrages asiatiques hier ou avant-hier. Donc voilà, un film 0/6, désolé. Alors il y a un seul passage qui est bien, c'est avec le méchant dans l'intérieur du feuilleton, qui s'appelle Monsieur Mélancolie. À un moment donné, ce méchant apparaît vers la fin du film et il dit au protagoniste voilà, je vous ai envoyé dans mon royaume. Enfin bref, ce passage-là est bien. Mais bon, voilà, pour 2 minutes de film bien, on a 2 heures extrêmement ennuyeux. Donc voilà. Dommage, 0/6. Une pluie de 0 hein, pour les films d'hier. Alors là, c'est l'hécatombe. Et enfin, on a un film, un ultra movie qui a relevé le niveau, enfin, qui s'appelle Immaculate, en français Immaculé au féminin et Immaculé. Donc on est dans le registre catholique religieux. Un film du réalisateur américain Michael Mohan, M-O-H-O-A-N, pardon, M-O-H-A-N, Mohan, qui nous a fait un film vraiment sympa sur un couvent. Alors on voit au début du film une nonne qui essaye de s'échapper, elle est rattrapée par d'autres nonnes, on lui brise la jambe, on l'enterre vivante, donc ça commence bien, hein, on est dans un ultra movie, hein. Donc faut vous accrocher. Après ça, il y a une jeune demoiselle américaine qui a survécu à une noyade, on l'apprend par la suite, donc elle est un petit peu miraculée, entre guillemets, normalement elle aurait dû y passer, dans le sens de ce qui est raconté dans le film. Elle vient dans un couvent italien, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas trouvé de couvent aux États-Unis. Et dans ce couvent, il y a des nonnes, mais aussi des prêtres, et des prêtres des éminences. Il y a une éminence à un moment donné, donc un échelon supérieur, qui fume d'ailleurs, c'est rigolo. On voit une éminence en robe pourpre, donc un peu l'autorité du lieu qui clope, c'est rigolo. Moi ça m'a trouvé ça marrant. Donc notre petite nonne Cécilia, elle échoue comme tout, elle arrive dans ce couvent, elle espère, elle fait ses vœux, comme on dit dans le milieu catholique. Des nonnes qui font leurs vœux, ça veut dire que toute leur vie elles vont passer dans un couvent à servir, faire vœux de pauvreté, de chasteté, d'humilité, ne pas aller dans des possessions matérielles, etc. Mais évidemment, elle va tomber dans un traquenard parce qu'il y a le père Tedeschi qui est très sympathique au début, qui l'accueille. Ça va, tout se passe bien, il est aux petits soins, il est aux petits oignons. Un ancien biologiste. Et très vite, il va se passer un événement stupéfiant, c'est que notre jeune Cécilia, notre nouvelle nonne, elle va tomber enceinte. Alors au départ, l'éminence, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le haut grade du couvent, le haut gradé du couvent va la convoquer aussi avec le père et puis encore un autre bonhomme en lui disant mais chère sœur, êtes-vous bien sûr de n'avoir pas eu un échange sensuel avec quelqu'un, avec un bonhomme? Elle dit non. Alors ils vont vérifier, ils vont regarder l'hymen. Alors ça aussi, on le voit dans le film de Luc Besson, Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc, la pucelle. Donc là, nous avons notre jeune Cécilia, pucelle aussi, même si le terme n'est pas utilisé dans le film. Enfin, en tout cas, elle est enceinte. Donc c'est l'Immaculée Conception, un concept catholique, voilà, qui est connu. Puis bien sûr, les protestants, eux, qui disent non, c'est pas possible. Bon, peu importe. Chacun son imaginaire, hein. Donc elle se trouve enceinte et la haute autorité du couvent italien valide le truc en disant c'est le Seigneur, elle est Immaculée Conception, elle est enceinte. Donc on peut supposer qu'elle va mettre au monde le sauveur. C'est comme ça qu'ils disent dans le film, The Savior.
You have the savior in your womb. Donc au départ, elle est un petit peu stupéfaite, notre petite nonne Cecilia. Elle se dit bon, moi j'ai rien demandé. Enfin, elle trouve ça un peu. Au départ, elle se dit bon, pourquoi pas. À partir de là, il va se passer un peu des événements dramatiques. Il y a une nonne qui va avoir le visage arraché, parce qu'on est quand même dans un ultra, hein, donc ça charcle bien. Des événements qui se précipitent. Et puis, très rapidement, elle trouve que ça sent le sapin, cette histoire. Elle trouve ça louche. Elle va découvrir le laboratoire secret du père Tedeschi. Et on voit qu'il a fait des essais. Alors ce n'est pas très clair dans le film, des essais avec des bocaux puis des êtres, des bébés morts-nés. Hein, on se croirait dans une pochette de Cannibal Corpse. Butchered at Birth. Pour ceux qui se rappellent, excellent album de 1992. 92. Bref. Donc, la petite Cecilia, elle va se dire c'est de la daube, tout ça. Enfin, elle ne veut plus être enceinte. Elle pense que c'est louche. Et donc il y a une lutte. Elle va essayer de s'échapper à un moment donné. Il y a une lutte avec le père Tedeschi. Celui-ci va être brûlé vif. Et puis pourquoi aussi je reviens un petit peu en arrière, pourquoi elle soupçonne que tout ça est une magouille infâme, c'est parce qu'à un moment donné, le père en question lui brûle les pieds avec un fer rouge, avec un signe de croix sur chaque pied. Donc c'est clair que ça invite, en plus elle est enceinte, donc faire un truc pareil, là c'est un petit peu une petite incohérence dans le scénario. Faire un sévice pareil à une femme enceinte, c'est pas très très indiqué pour la préservation du savior, mais bon, on referme cette parenthèse. Mais le film est quand même bien réussi, bien marrant, bien sympa. Donc on suppose que c'est pas le savior, mais c'est un petit bébé démon. À voir. Alors il y a une scène bien gore à un moment donné avec une césarienne un petit peu expéditive du père en question. Quand il est tout brûlé, on pense qu'il est mort, mais évidemment il ne l'est pas. Alors là, il faut vous accrocher parce qu'il y a eu des frissons d'horreur dans la salle. Mon voisin était horrifié. Donc c'est bien trash, une césarienne, un début de césarienne qui dure un petit moment quand même, fait à la hussarde, on va dire, sur notre pauvre Cecilia. Bon, elle arrive à s'échapper, elle arrive à tuer son agresseur. Et ensuite, le bébé arrive enfin, mais on ne le voit pas. Alors là, c'est dommage parce que, comme je vous le disais, je vous parlais de Rosemary's Baby, de Roman Polanski, par rapport au fait qu'on décrit le bébé comme un bébé diable, comme le diable. Dans Azrael, le film que j'ai vu ici, j'ai mis 6 sur 6, on voit le bébé. Donc là, c'est vraiment une audace visuelle et une audace, un parti pris phénoménal du réalisateur. Je vous renvoie à ma vidéo qui parle de ce film. Là, c'est dommage, on ne voit pas le bébé, mais on entend ses grognements. Donc on suppose bien qu'un bébé qui fait des grognements un peu gutturaux ne semble pas être le sauveur ou le petit Jésus, donc on pense que c'est un bébé démon ou le diable de nouveau en personne, comme dans le film Azrael. Et là, elle prend une pierre et elle le tue. Donc voilà. Bon. Alors le film est très bon, j'ai beaucoup aimé les décors, tout est excellent. C'est un bon ultra movie avec son quota bien trash et puis une histoire, un décor, puis ce milieu catholique, c'est toujours fascinant. Donc j'ai mis 5 sur 6. Voilà. Merci infiniment et à la prochaine.